Isaiah Biso, Bokaba Kokoba, Tikato Baby Sade. Isaiah Biso, Mama to batela, Papa to batela, Bobele Biso. Citoyens de la République démocratique du Congo, et vous, amis de ce pays, bienvenue à cette traditionnelle tribune d'éveil patriotique, la campagne Biso, le rendez-vous de ceux qui aiment la République démocratique du Congo, mais qui font beaucoup mieux. Ils l'aiment, mais aussi ils pensent à comment contribuer pour l'émergence de ce cher et grand pays. Aujourd'hui, la campagne Biso, l'expression, va se dérouler tout de suite avec l'initiateur de cette campagne. On va le faire différemment. Il prendra la parole et après lui, ce public, ces journalistes qu'on aura à lui présenter d'ici là, mais aussi le public congolais auront aussi des questions à lui poser. Alors, sous vos applaudissements, nous voulons faire venir ici l'initiateur de la campagne Biso. Je citais l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Bienvenue à vous, messieurs l'initiateur. Nous vous présenterons après les journalistes et le public qui n'attendent que vos paroles. Et donc, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est avec beaucoup de joie que je me permets, encore une fois, d'utiliser de votre espace pour m'adresser à vous. Nous parlons, comme d'habitude, de Biso, de nous, de Chié, de Beto, de Tuetu. Et ça fait un moment que nous parlons et que nous, si vous avez remarqué, aujourd'hui nous avons changé. Nous ne sommes plus assis en chemise sans cravate ou en chemise en bazin, mais nous avons voulu changer d'attitude parce que, comme vous le savez, nous avons eu cœur en paix. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes réellement en paix. Et lorsqu'on est en paix, c'est à ce moment-là qu'on doit construire, qu'on doit changer les choses, qu'on doit améliorer les choses qui sont autour de nous. Et la paix, effectivement, nous permet de le faire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai pensé partager avec vous sur quelque chose qui devait nous révolutionner, c'est-à-dire l'attitude que l'homme a face à ce qui l'entoure, face à la vie, face à son pays. Quelle est l'attitude que nous avons? Nous avons eu beaucoup de problèmes, nous, Africains, en particulier Congolais, c'est que nous avons réellement subi ce qu'on appelle l'esclavage. Être esclave. Nous avons été esclaves pendant très longtemps. Et la personne ou les personnes qui nous ont amenés à l'esclavage ont réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est de nous rendre esclaves même dans nos propres têtes. Donc nous sommes devenus esclaves. L'esclave ou celui qui est dans cet état d'esclavagisme a subi ce qu'on appelle la traite négrière. Ils ont tellement bien travaillé que la traite négrière, qui est aussi appelée la traite de nègre, le noir. Vous vous imaginez déjà qu'on nous appelle le noir. J'aime bien parce que mon fils, à chaque fois que je dis nous sommes de noirs, il me dit papa non, nous sommes bruns. Alors, il n'accepte pas qu'on nous appelle le noir. À l'opposition, de l'autre côté, on dit blanc. Mais ce que vous devez savoir, si vous prenez la définition même dans le dictionnaire, la définition du noir, c'est mauvais, c'est méchant, c'est obscur, c'est etc. Il y a plein de trucs qui parlent du noir. Et le blanc, c'est synonyme des anges, etc. Et nous avons grandi avec ça. Nous avons évolué avec ça. Il y a une autre définition de l'esclave. L'esclave, il y a eu ce qu'on appelle le commerce triangulaire. L'Europe, les États-Unis et d'autres pays africains et qui nous ont rendus esclaves. Vous savez, au Maniema, il y a un endroit où Tipo Tipo prenait les gens pour les amener à Zanzibar,
de Zanzibar, ils allaient au-dessus, on les vendait par rapport à leur forme, par rapport à leur taille, etc. Il y a aussi l'île de Gorée. Beaucoup de gens ont visité l'île de Gorée. Là-bas aussi, c'est un endroit où on amenait les gens vendus à l'extérieur de notre pays. Alors, ceux qui connaissent le Code noir, il y a le 44e article du Code noir qui déclare qu'un être humain noir est comme un meuble, au même titre qu'un meuble. On donne même la possibilité aux gens qui ont ces meubles-là de pouvoir les hypothéquer, les distribuer, même le léguer. Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que ceci a fait que l'homme noir qui était comme un meuble, qui était distribué, ne pouvait vivre que par, comment on appelle ça, la chicote. Et ils avaient autour d'eux les gens qu'on appelle de maîtres. Et le maître, c'est celui qui surveillait la charge qu'on a donnée à la personne. Si vous devez faire les cannes à sucre, le coton, le cacao, et tout dans ces champs-là, eux décidaient de quelle heure à quelle heure vous commencez. Vous devez commencer de 4h30 du matin. Vous avez le temps de boire une goutte d'eau et vous mangez le soir à la décision du maître. Et au fur et à mesure que les gens étaient dans cette attitude-là, il est arrivé que les parents qui sont sortis de l'Afrique sont morts. Et imaginez un peu, je voudrais que vous puissiez, là où vous êtes maintenant, imaginez, vous faire une image de ce qui se passait dans ces champs-là, ou dans ces endroits où on traitait les Noirs, les nègres. On vous réveille à 4 heures du matin, on vous chicote, on vous amène dans le champ de maïs, de canne à sucre, etc. Et quand vous arrivez dans le champ de canne à sucre, de cacao, etc., vous n'avez pas le temps de parler à vos enfants. Allez, vous commencez à travailler pour accroître la productivité de votre maître. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Et à l'heure de rentrer à la maison, vous avez 2 minutes pour manger. Et quand vous avez fini de manger, tout ce qui vous reste à faire, c'est vous reposer. Vous avez envie de vous reposer. Ce qui fait que les gens n'ont pas eu le temps de donner l'histoire, à part les chansons. Les Noirs s'exprimaient dans les chants. Ils se retrouvaient ensemble, ils chantaient. Et comme en Afrique, on disait aussi que la chanson fait pousser les plantes, les gens chantaient en travaillant parce qu'ils voulaient que les plantes poussent vite, qu'ils poussent bien, qu'on les tabasse moins. Donc, au moins, ils ont gardé les chants. Donc, les Africains, Noirs africains qui sont particulièrement en Amérique, ils chantent très bien. Alors, nous, aujourd'hui, en Afrique, il y a eu aussi l'esclavage. Donc, il y a ceux qui ont eu, certains me diront, la chance de partir aux États-Unis ou ailleurs, mais d'autres ont été faits esclaves ici chez nous. On a on a coupé de main quand vous n'avez pas à atteindre à la fin du mois le quota de caoutchouc, etc. On vous coupait les mains, et puis quand on accusait que vous avez volé, on vous arrachait aussi quelque chose. Donc voilà la vie que nous avons, nos parents, ceux qui sont de l'autre côté ont vécu. D'autres étaient au Portugal, des esclaves. À un moment donné, quand vous êtes esclave, vous habitez chez votre maître. À un moment donné, les gens commencent à apprendre que dans des pays en Amérique, au sud de l'Amérique, etc., il y a des gens qui se sont révoltés et que les gens commencent à se révolter de plus en plus contre l'esclavagisme. Alors, les gens là ont dit, attention, comment on va faire pour ces gens ici? Nous ne savons pas travailler, nous n'avons pas de tracteurs. Il y a des gens qui pouvaient vous faire une route en pierre avec les mains. Même ici, en Afrique, vers le Bas-Congo, ici, on a traité les gens pour faire les rails. Des fois, ils faisaient amasser les pierres avec les mains. Alors, les stratèges
Américains, Européens, etc., commencent à se dire, mais on va faire comment? Finalement, le mouvement rentre partout et ces mouvements poussent que les gens arrêtent de traiter les gens comme des esclaves. Donc, il fallait les libérer. Et pour libérer quelqu'un, on lui faisait une note et on lui disait, voilà, vous êtes libre à partir d'aujourd'hui, vous êtes un homme, vous pouvez faire, vous n'êtes plus un meuble, vous êtes un homme. Vous pouvez aller maintenant faire ce que vous voulez, vous pouvez vous marier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, le jour-là, c'était la grande fête. Les gens se sont réunis partout, l'histoire est passée, on est libre, on est libre, on est libre. Maintenant, le lendemain, les gens sont là. Ils sont libres, mais ils sont là. Le maître vient et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, maître, on n'a pas à manger, on n'a pas... Je dis, non, vous êtes libre. Partez. Alors, les gens qui, leurs parents sont morts, les enfants ont été, comme je vous dis, des meubles, ils ont hérité de ces maîtres-là, ou le maître a hérité des enfants, des enfants, des enfants. Alors, ils ne savent pas comment faire. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Vous voyez l'intelligence de cet homme-là, c'est qu'il dit, écoutez, moi, je vous propose une chose. Vous voulez rester chez moi, je suis d'accord, mais vous travaillez. Voilà l'histoire. Vous travaillez pour moi. Donc, si vous travaillez 3 hectares ou 5 hectares, vous avez droit à autant qui peut vous permettre de vivre. Et si vous voulez travailler tout ça avec vos enfants, etc., vous pouvez dormir là-bas, construisez votre hutte là-bas, vous restez. Et ils ont réussi à changer, ils ont troqué, en fait, cette liberté qu'on pensait avoir à une conditionnalité que nous puissions travailler pour eux, pour avoir. Je vous ai dit qu'en Afrique aussi, on a eu de l'esclavagisme ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Afrique qui est encore pire? C'est que nous avons ce qu'on appelle la liberté. Beaucoup de pays ont eu même ce qu'on appelle l'indépendance. On a proclamé, on a dansé, nous aussi, Congo, 30 juin 1960, nous avons dansé, nous sommes dit, voilà, viva Lipanda, Lipanda Tubakidi. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le maître, qui a bien réfléchi les choses, nous ramène encore une fois à être esclaves de ce maître-là. Donc, l'indépendance n'était comme un leurre. Parce qu'aujourd'hui, regardez bien, nous disons que nous sommes indépendants, mais cependant, c'est eux qui fixent le prix de nos matériels, de nos matières. C'est eux qui fixent le prix de notre cacao. C'est eux qui fixent le prix de notre café. C'est eux qui fixent le prix de notre coltan, de cuivre et aussi de tout ce que nous avons de meilleur. C'est eux. Alors, en nous laissant seuls, les gens ne sont plus habitués à ne pas avoir un maître derrière son dos pour chicoter. Vous remarquerez aussi qu'à l'école, on nous a appris à appeler les enseignants maîtres. Vous vous souvenez, ceux qui ont étudié, en tout cas à l'école primaire, on appelait les gens là maîtres. Maître. Et quand on arrivait à la maison, on se disputait des fois avec les parents. Maître a dit. Non, 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 pas ça. Le maître a dit. Donc on nous a mis dans la tête cette conscience-là. Maître. Nous dépendons de quelqu'un. Vous pouvez vous imaginer que l'esclavage moderne, c'est ce que je viens de vous dire, le groupe qui était là pour rentabiliser au moyen de la souffrance du Congolais ou de l'Africain de n'importe quel pays, a réussi maintenant à nous rendre nous-mêmes esclaves. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous décidez tout seul, je ne parle pas de vous, mais vous décidez tout seul d'aller en Europe, d'aller aux États-Unis pour demander à ces gens-là de vous ligoter encore et de vous donner du travail pour être encore esclaves. Et vous savez ce que vous dites quand vous voulez partir? Nakeko beta nini? Nakeko beta libanga kayou. Les expressions qu'il y avait à l'époque quand on était dans le champ des autres, on frappait effectivement sur la pierre pour faire de route, pour tracer de chemin,
etc. Vous pouvez voir dans des endroits aux États-Unis une montagne avec une très belle route. Et vous dites, comment ils ont fait tout ça? Ce sont vos frères qui ont fait ça. Ils ont tracé cette route, des fois avec leurs mains, des fois avec un bâton. Et la nuit, les mains étaient extraordinairement blessées. Voilà ce que nous vivons. Et chaque fois que nous nous regardons, même dans le miroir, on ne se donne pas nous-mêmes la valeur que nous avons. C'est pour ça que nous avons malheureusement perdu la possibilité de voir et d'estimer la valeur de notre patrimoine, de ce que nous avons. Je disais un jour à quelqu'un qu'en Belgique, pendant toute la bonne période, on n'a pas une seule graine de diamant dans la terre belge. Mais Anvers était le premier endroit mondial de traitement de diamants. Et ça venait de chez nous. Donc aujourd'hui, on nous apprend maintenant que nous avons le coltan. Et l'on nous dit même que le coltan, c'est l'avenir du monde. Il y a les autres produits qui sont au Katanga, là-bas, le cuivre. Tous ces produits qui existent au Congo, c'est des produits qui nous permettent de lithium pour les batteries, qui nous permettent de produire des batteries, de fabriquer des batteries, de fabriquer des choses, etc. Donc, autrement dit, on nous dit que nous sommes assis sur une mine d'or. Ça ne suffit pas. Il y a quelqu'un qui est arrivé ici avec de très bonnes idées. En parlant, je parlais de Musée Kabila. Sa première décision, c'était pas de mines sans des Congolais dedans. Et les Congolais devaient avoir un pourcentage supérieur à celui de tous les autres qui arrivaient. Et voilà qu'est-ce que les Congolais ont fait. Parce qu'ils sont ligotés, ils sont allés négocier pour faire des documents falsifiés, où eux, ils sont les patrons, mais en réalité, ils ont un deuxième document où ils ont 10% et les autres ont 90%. Donc, c'est qu'on voulait voir les gens sortir de cet état-là, d'avoir un pays qui est un pays que tout le monde désire. Malheureusement, l'homme n'a pas encore compris. Alors, la meilleure manière de pouvoir comprendre ces choses-là, c'est de pouvoir d'abord accepter que nous sommes enchaînés, que nous n'avons pas encore été libérés. Alors nous allons commencer à chercher comment nous détacher. Donc les chaînes aujourd'hui ne sont plus les mêmes, comme à l'époque on nous enchaînait pour dormir, on nous enchaînait pour manger, pour qu'on ne puisse pas fuir. Aujourd'hui, les chaînes sont ancrées dans nous, en nous, dans nos têtes. Nous-mêmes, nous nous enfermons dans notre conscience. Et c'est ça que nous devons arriver à faire, c'est de casser cette chaîne, mais en se disant d'abord que nous sommes esclaves. Pourquoi aujourd'hui, quand nous discutons, même là où nous sommes, dans des pays où nous allons, on ne peut pas fixer le prix de nos produits. Nous avons entendu dernièrement un discours qui est déjà beaucoup disputé, la production ou la transformation de nos produits, nous-mêmes ici, est envoyée en presque état fini. Mais c'est une guerre. Les gens ne veulent pas que nous ayons des usines de transformation dans notre pays pour permettre que notre pays puisse vendre au meilleur prix. Vous vous souvenez encore qu'à Lubumbashi, il y a quelque chose qu'on appelle le mampala, le scorie, le produit qui sortait de la... Mais on a appris longtemps après qu'en fait, ces scories-là que nous utilisions même pour faire de route, c'était des réserves dans lesquelles il y avait beaucoup de minéraux dedans, même de l'or. Ces produits-là qu'on appelait des déchets, quelqu'un est venu un jour et dit non, moi je veux ces produits-là. Je vais faire des routes en Europe où, bon, c'est parce que nous on disait que c'était des saletés. Et ces gens prenaient ces routes-là et ces produits. Et le jour où nous nous sommes dit non, non, nous devons voir clair sur ces produits, c'est la guerre. Donc il y a des choses que nous faisions par ignorance, parce que nous n'avons pas voulu trouver le moyen de nous sortir de cette façon d'être esclaves.
parce que l'esclave est entré dans la tête. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions comprendre aujourd'hui qu'on a besoin d'une forme, j'allais dire révolution, mais plutôt une évolution. Nous devons évoluer en nous-mêmes. Nous devons arriver à une situation où nous-mêmes nous commençons à nous dire qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous allons faire et où est-ce que nous allons aller avec ce que nous allons faire. Quand les gens vous disent que les Chinois n'ont pas besoin de gens pour rentabiliser leurs produits, il y a combien de Chinois aujourd'hui? Il suffit qu'ils vendent quelque chose à $1, ils ont l'argent. Nous, on dit nous sommes 70 millions pour certains, 90 millions pour d'autres. C'est déjà une grande richesse. C'est une très grande richesse. Même nos autorités devraient comprendre ça. Aujourd'hui, la compagnie qui nous aide à faire cette émission ici, elle est squeezée par l'État pour les taxes, même des taxes qu'on ne sait pas expliquer. Alors, nous devons, nous, aider l'État à comprendre une chose. Faciliter la tâche aux entreprises et faites payer l'impôt aux individus. À ce moment-là, l'homme aura sa place aussi dans ce pays. Il sera valorisé parce qu'il sera pris comme un produit qui ramène l'argent. Parce que si on sait que l'homme doit payer l'impôt, lorsqu'un bateau va tomber dans un de rivières ou fleuves, océans de notre pays, le gouvernement va pleurer, il va dire que je perds de l'argent parce que c'est monsieur qui meurt payer son impôt pour. Donc, faciliter les entreprises à avoir de moyens d'engager est mieux que de squeezer les entreprises à prendre des taxes, des machins. Oui, bon, on peut payer des taxes, ça c'est normal qu'on paye les taxes, mais il faut faire attention parce que, justement, nous avons intérêt à avancer, nous avons intérêt à changer, nous avons intérêt à transformer. Alors, imaginez un peu que la chose étant tellement ancrée dans la tête, comment vous appelez le blanc ici, du côté de l'ouest ici? Voilà comment on appelle Mundele. OK? Et le noir, on l'appelle comment? Moindo. Noir. Mais est-ce que vous savez que Mundele ne devait pas être Mundele? On devait dire Pembe. Mais vous savez, l'origine du mot Mundele vient d'où? Modèle. C'est beaucoup de gens ne le savent pas. Nous faisons des recherches pour essayer de révolutionner votre conscience pour comprendre dans quelle situation on nous a mis. Oh, Mundele. Mundele, c'est modèle. Donc, jusque-là, on le traite de modèle. Et comme je disais tout à l'heure, nous-mêmes, nous disons quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas compris encore que ce Mundele-là a besoin de ce qu'il y a en dessous de chez nous. Il a besoin de nos richesses. Aujourd'hui, j'apprends que dans ma province, il y a un problème de maïs. On achète ça où? En Afrique du Sud, en Zambie, en Tanzanie. Mais est-ce que vous savez que de tout le côté sud de notre pays, les voisins aussi, il y a le désert qui s'annonce, dont en Zambie, il y a une grosse partie, il ne pleut même plus. Alors comment vous m'expliquez qu'eux peuvent continuer à planter le maïs pour nous le vendre et nous ne pouvons pas le faire alors que chez nous, il y a encore la pluie? Et cette pluie-là peut être, si on regarde comment Dieu a arrangé les choses pour nous, le Congo, sur 12 mois, il y a quelque part où il pleut chaque jour. Donc on peut réfléchir ensemble pour dire, si là il y a la saison sèche, où est-ce qu'on peut planter ça pour ne pas être en crise? Le Katanga, aujourd'hui, le Kasaï, c'était des zones vertes qu'on a déclarées. Le maïs pousse au Katanga même sans engrais. Quand vous voulez qu'il pousse bien, qu'il pousse rapidement, qu'il grossisse, là on met les P14, les engrais, etc. Mais aujourd'hui, on ne fait rien. On ne fait rien.
on regarde la nature partir. Comme je disais à quelqu'un, on est parti sur la route de Bandundu. Je n'ai pas vu un seul champ de canne à sucre. Même les manguiers sont rares sur cette route-là. Alors c'est ça que je voudrais vous demander aujourd'hui. Comment pensez-vous, avec cette attitude-là, où aujourd'hui les gens disent nous voulons aller Kobeta Libanga, alors que nos parents, nos aïeux ont pleuré sous les chicottes. Aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent ici pour chercher leur origine. Vous savez que le rythme est sur la gorge, là. Quand vous entendez la musique, vous êtes sensible à une musique douce, vous êtes sensible à une musique qui chauffe, vous êtes sensible à etc. Alors, c'est la même chose aussi que les autres, quand ils écoutent les chansons congolaises, ils disent « Ah, ça, ce n'est pas vraiment les musiques qu'on chantait chez nous. » Alors, on va voir. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus, les stars en particulier, pour voir d'où ils sont. D'où ils sont. Alors, nous avons un devoir. Maintenant, nous, la chance, la grâce, l'opportunité que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous pouvons maintenant regarder ce que les autres font. Au lieu de prendre les exemples de telenovelas, où, bon, ça ne passe le temps qu'à, on peut aussi prendre les exemples de chaînes comme les Sciences, comme les je ne sais pas quoi, où on vous montre comment les autres fonctionnent. Regardez, par exemple, chez nous, nous continuons à planter avec des houes. Bon, moi, ça ne me gêne pas à faire les champs avec les houes, à partir du moment où on donne du travail aux gens. Mais ça veut dire tout simplement, nous sommes encore dans la culture de famille. Parce que si je plante avec une houe, quand est-ce que je pourrais nourrir tout le Katanga, le Kasaï, l'Équateur, etc. Donc, il faut qu'on se développe. À un moment donné, nous utilisions des ânes, des chevaux, les bœufs pour faire cette culture-là. Mais nous n'arrivons pas à le faire, tout simplement parce que nous attendons de l'autre côté, c'est-à-dire la politique de la main tendue. On se dit, on va attendre, on va demander. Cela se traduit même dans nos budgets aujourd'hui. Là, il y a toujours une quote-part pour le financement qui viendrait de l'extérieur. Et on le dit, hein, vous allez voir, bientôt il y aura le budget, ils vont vous le dire, voilà, machin propre, et puis après, il y aura appui de l'Union européenne, de la Banque mondiale, etc. Et puis on va rentrer dans un cycle qui va nous mettre en crédit ou en dette. Et alors, comme je vous disais, nous ne sommes plus esclaves qu'on chicote, nous sommes devenus esclaves où nous-mêmes, nous allons vers le maître pour qu'il nous donne et nous dise ce que nous devons faire. Les Blancs décident de nos prix pour nos propres richesses. Mais je vous donne le diamant aujourd'hui, vous en faites quoi? Là, il y a la question. On vous donne de l'or, du cuivre, vous en faites quoi? C'est là le vrai problème. C'est pour ça que je disais au début, nous devons accepter d'abord notre état d'esclavage ou d'être en état d'esclavage pour que nous voyions comment nous pouvons maintenant rompre, briser ces chaînes pour que nous devenions réellement libres. Les Blancs, les Européens, ceux qui nous mettent là, on dit qu'ils ne sont debout que parce que nous restons à genoux. Il y a même, je crois, une référence biblique qui dit la main qui reçoit est toujours où? En dessous de celui qui donne. Pour être sûr que vous recevez bien ce qu'on vous donne, vous faites même les deux mains comme ça et vous descendez là, vous dites hey, tcha, 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 papa. Et puis vous partez là, papa, papa. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous continuons à nous traîner dans une situation où, malheureusement, nous-mêmes, dans la tête, nous ne voulons pas sortir. Il y a des jeunes. Je posais cette question à l'université à Lubumbashi, aux universitaires de Lubumbashi, ils étaient tout nombreux. Je dis, qui a fait l'étude qu'ils voulaient faire? Très peu. Ce sont... on levait la main pour dire
moi, j'ai fait ce que je voulais. C'était toujours non. Moi, quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de place et puis je suis allé. Moi, non. Avant, je voulais, mais maintenant. Alors, le travail, c'est lequel que nous devons faire, que notre gouvernement devrait faire, que les intellectuels, les gens qui ont des moyens devraient faire, c'est d'abord d'étudier notre pays. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'on n'a pas une école de pétrole de grand renom dans notre pays? Voilà, le problème, c'est que nous avons du pétrole partout au Congo, sur toute l'étendue du Congo. C'est des programmations de découverte. Mais les gens là, eux savent déjà où se trouve le pétrole. Maintenant, on dit qu'il y a du pétrole au Bandundu ici. Qui pouvait imaginer? Mais il y a une société sud-africaine qui fait le pétrole au Bandundu. Il y a du pétrole à l'est, là-bas, dans le parc de Virunga. Il y a un conflit aujourd'hui parce que certains conservateurs ne veulent pas que nous exploitons le pétrole dans notre parc de Virunga. Si je pose la question à ICCN, est-ce que les visiteurs dans ce parc-là sont capables de démontrer qu'ils dépassent ce que nous pouvons gagner dans le pétrole? Est-ce que nous pouvons le démontrer? Voilà l'histoire. Nous ne connaissons pas nos valeurs, nous ne connaissons pas nos minéraux et nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Donc, je me disais, si au Bas-Congo, où c'est connu, patenté, qu'il y a une école, là-bas de pétrole, là où ils peuvent étudier comment ça marche. Pourquoi on va faire une école à Anvers, où les Lukusa Mangula et les autres sont allés faire des formations, financer même ces écoles-là, et on ne peut pas construire une école spécialisée dans les diamants à Mbujimaï, à Kananga, à Chikapa, là où il y a vraiment des diamants reconnus. À ce moment-là, vous allez faire les diamants de taille, les diamants pour couper les vitres, les diamants pour faire je ne sais pas quoi. Dans les avions, il y a aussi certains appareils qu'on utilise, les poussières de diamants, etc. Pourquoi on ne peut pas aller au Bandundu faire une étude pour l'huile? Comment transformer le savon, etc. Une école, s'il vous plaît. À ce moment-là, ça nous réveille. Ça va nous mettre dans une situation où nous allons dire, oui, nous pouvons nous-mêmes nous occuper de ça. Les experts qui viennent à Lubumbashi pour voir où est-ce qu'il y a le minerai, quelle quantité il y a, si vous savez combien on le paye par heure pour cette étude-là, mais je pense que nous tous, nous irons là-bas. Et il y a très peu de Congolais qui font cela. Donc, c'est là où je dis aujourd'hui, nous ne sommes pas en retard. C'est seulement maintenant que nous devons nous réveiller. C'est maintenant que nous devons nous mettre debout pour transformer notre mentalité, notre manière de faire et commencer à travailler. Si nous ne le faisons pas, ça sera à notre propre faute, de notre propre faute. Donc, mes frères, vos histoires-là, Nakia Kobeta Libanga, mettez les Libanga ici. Ici. C'est pour ça que vous remarquerez que l'on veut peindre le noir comme celui, c'est l'absence de couleur, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on définit la couleur noire dans le dictionnaire. Ou je me trompe? L'absence de couleur, c'est quoi? C'est le noir ou le blanc? Le noir. Vous imaginez? Donc nous sommes une absence de couleur. Hein? On n'a même pas de vision, on n'a même pas de projet, on n'a même pas de... etc. Donc tout ce qu'on a comme projet, quelqu'un était venu me voir, il dit voilà, j'ai eu mon visa, maintenant il me faut un billet, je vais aller m'installer aux États-Unis, j'ai eu, comment on appelle ça, les loteries. Alors, je lui pose la question, vous allez faire quoi? Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'on ne vous donne pas l'argent quand vous arrivez avec votre loterie. On vous donne juste un papier. Donc, il faut chercher. Finalement, la personne va devenir esclave, va s'amener elle-même pour devenir esclave. Mais nous, pour que nous puissions travailler, nous avons besoin de chicottes. On doit nous chicoter pour que nous puissions travailler. On doit nous imposer le travail pour que, quand bien même on a le travail, on ne le fait pas
parce qu'on se dit, il n'y a personne qui vient me surveiller. Vous imaginez ça? Même nous ici, dans votre chaîne, on a vécu ça. Quand vous ne surveillez personne, vous ne demandez à personne, il ne fait même pas son boulot. C'est que l'esprit là, de vos cocos là, contenu esclave, il faut qu'à 5 heures du matin, on sonne. Quand vous sortez la chicotte. Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous avez un ordinateur, vous dormez. Quand vous vous réveillez, vous jouez des cartes, alors que vous devez faire un montage. Et puis quand on est près de la diffusion, là, vous commencez à aller vite parce que quelqu'un vient là, hey, monsieur, mais mon image, hey, ma vidéo. Et puis, poum, on est en retard avec la diffusion, on met autre chose à la place d'autre chose. Pourquoi l'homme rentre à l'état où on l'a mis? C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons, ensemble avec certaines personnes qui sont ici, décidé de mettre en place Bisso. Bisso, ça veut dire nous. Comme quelqu'un disait, quand tu pointes quelqu'un comme ça, tu as 4 doigts qui reviennent vers toi. 3 vers toi, l'autre vers Dieu en disant « Dieu, tu as mal fait, etc. » Et l'autre pointe la personne. Alors, si je ne devrais pas pointer, je peux faire comme ça. Là, ça fait, j'ai tous les 4, 5 vers vous. Vous êtes esclave. C'est pas moi. Mais l'homme, malheureusement, noir, est trop là-dessus. N'allons pas en Europe. Restons en Afrique. Où est-ce qu'on peut prendre des exemples des gens qui commencent à sortir? Alors, Bisso, nous pensons qu'aujourd'hui, c'est notre tour. Aujourd'hui, c'est notre temps. Aujourd'hui, c'est le momentum, le moment de pouvoir faire quelque chose. À l'époque, je vous disais que quand vous ouvriez RFI ou d'autres chaînes, vous entendiez « Ah oui, c'est la dernière chance pour le Congo vraiment, s'il n'y a pas ça qui se fait, si le président là ne fait pas ci, etc., etc., c'est terminé pour le Congo. » C'est ces jours-là que nous avons dit « Non, nous aussi, nous pouvons travailler pour ce Congo-là. » Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Mais nous nous sommes rendus compte d'une chose. Lorsque nous faisons des choses, les gens nous demandent qui nous a payés. Quand je parle, on dit « Ah, il y a Zoluka Post ». Et alors, vous voyez, donc nous sommes dans une situation où c'est tellement entré en nous, cet état d'esclave, que nous sommes incapables de nous libérer pour transformer notre environnement. La première chose, la première richesse, c'est que vous soyez capable de vous nourrir au moins chaque jour. Que vous soyez capable de subvenir aux besoins de votre famille, de vos enfants, de votre épouse, au moins chaque jour. C'est la première chose la plus importante. Lorsque vous arrivez pendant une bonne période, alors augmentez pour votre beau-frère, votre cousin, votre etc. Et c'est là que vous chercherez maintenant à être très riche. Les gens cherchent à devenir riches très vite parce qu'ils ont vu des émissions ou des films de tel et tel pays, les gens qui rentrent avec des Porsche, les véhicules qui s'ouvrent tout seuls, ça fait des machins. Alors les gens disent non, moi aussi. Et où est-ce qu'on va? Kobeta Libanga, revenir à l'esclavage. Alors à ce moment-là, nous avons un problème. Nous avons un sérieux problème, c'est que nous devons éveiller, pas réveiller, éveil de conscience. Dans cet éveil de conscience, nous devons nous dire comment nous pouvons faire quelque chose sans dépendre d'eux. C'est ce qu'on a appelé indépendance. Si chacun peut produire quelque chose aujourd'hui, comme chant, comme quoi, nous arriverons à l'endroit où nous étions avec nos grands-parents, de ce qu'on appelait troc. Moi, chez moi, j'ai pu planter beaucoup de maïs. Toi, tu as fait les arachides. L'autre a fait les maniocs. L'autre a fait ceci. Et c'est resté dans la maison. Ça a commencé à pourrir. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir le voisin. On dit, toi, tu as des maïs. Moi, j'ai des maniocs. Est-ce que tu ne peux pas, etc. On dit, bon, mais toi, tu me donnes combien de grossettes de manioc? Moi, je donne combien de maïs, etc. On arrive à ça. Donc, nous devons nous transformer parce que c'est dans la tête que tout ceci fonctionne. Jeunes étudiants qui vous trouvez ici et d'autres qui avaient des projets, écrivez-les, les projets. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Nous nous sommes déjà retrouvés dans une mission avec des officiels, des gens
On arrive là-bas, il parle. Alors le monsieur qui dit, waouh, votre projet est extraordinaire. Donnez-moi le document, on va commencer à travailler dessus. Ah oui, on arrive à l'hôtel et puis il n'y avait pas de document. Alors nous voulons vivre comme les maîtres, mais nous ne voulons pas faire comme les maîtres. Alors prenons le choix. Soit nous allons nous comparer aux maîtres en faisant comme eux et jouer sur leur propre terrain. Il faut jouer sur leur terrain pour arriver à transformer notre pays. Parce qu'on n'a pas le choix. Regardez, je suis en costume, monsieur très beau, en costume, cravate. Lui, il a même fait les trucs pour me rappeler nos ancêtres là dans le village. Ils n'avaient pas le temps de peigner les cheveux, alors ils étaient comme ça. Donc les deux qui sont assis là, c'est la même chose. Alors, bref, nous devons faire un effort pour que vraiment ça rentre dans notre tête. Je me trouve quelque part, discussion, les gens discutent, etc. Et on me dit, si vous voulez cacher quelque chose à un noir, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Ah, donc vous savez ça, tout ça. Alors, maintenant, nous avons fait ça. Parce que le blanc nous avait dit, non, si on veut cacher, on veut cacher. Tout le temps, on nous rabâchait là-dessus. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons écrit la Constitution congolaise. En écrivant la Constitution congolaise, nous avons écrit dedans qu'un président reste 2 fois 5 ans, pas plus. Et puis, à un moment donné, les gens commencent à venir nous appeler. Est-ce que votre président va rester 5 ans? On dit oui. Non, il faut qu'il le dise. On dit, mais enfin, il a écrit. Oh non, il n'a jamais déclaré. Alors on lui pose la question. Monsieur le Président, est-ce que vous allez vous représenter? Il dit, est-ce que vous avez une constitution? Oh oui, alors lisez dedans ce qui est écrit, c'est ce que je vais faire. C'est là le combat que nous avons besoin entre le maître et nous. Mais nous devons aussi commencer à écrire. Nous devons aussi commencer à donner des valeurs de nos biens nous-mêmes. Comme je disais tout à l'heure, je vous donne un lingot d'or. Vous allez en faire quoi? Vous n'en connaissez pas la valeur. Eux font des lingots d'or, ils vont mettre ça dans une banque, ils en donnent une valeur. Alors ils donnent les valeurs à l'or qui est là, ils donnent les valeurs à l'argent en fonction de l'or qui est là-bas. L'or est à Kisangani ici, à Ituri ici, il y a plein d'or que les gens la prennent de chez nous pour aller mettre dans leur banque. Nous, on a combien de lingots d'or ici? C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de ces lingots d'or-là que notre monnaie n'est pas changeable sur le plan international. Presque dans toute l'Afrique ici. Tu ne peux pas aller avec un franc CFA à Paris, tu vas dans un magasin, tu donnes non. Mais ici, le dollar, on donne, les euros, on donne, et ça devient un problème que nous devons gérer. Aujourd'hui, par exemple, je suis temporaire résident en Tanzanie. Tu as des dollars, tu ne vas pas manger. Tu as faim, tu ne vas pas manger. Parce qu'ils n'acceptent pas les dollars. Il faut aller à la banque changer, prendre les shillings, et avec les shillings, vous venez acheter des Noirs, des Africains comme vous et moi. Alors nous devons faire un effort, nous, Congo, à monter. Le Congo, disait Bill Richardson, est la réserve mondiale de tout. Donc, ces gens-là savent que nous avons le pétrole qu'on n'exploite pas, nous avons de l'or qu'on n'exploite pas beaucoup, nous avons encore des réserves de cuivre, nous avons encore des endroits où les nobium, hein, comment vous appelez encore le carbone, là, les trucs. On a plein de choses qu'on n'a pas encore dit en public qu'on a, mais qui sont là dans nos terres. Si nous n'étudions pas, si nous ne cherchons pas à lire, puisqu'ils ont écrit et que nous, on ne savait pas lire à l'époque, maintenant, si nous lisons des trucs qui concernent le développement, je pense que ça pourra nous permettre d'aller de l'avant. Donc, je souhaiterais, parlant de Bissau, de Chiyé, de Tuetu, de Beto, changer vraiment de mentalité dans notre comportement.
Regardez par exemple aujourd'hui la culture. La chose que nous avons de mieux, ou nous avions de mieux, c'était la musique. En Tanzanie par exemple, toutes nos chansons ici sont transformées en swahili. Les mêmes chansons ici, en swahili. Un jour, j'écoute ça, je dis, mais comment ils ont la même chanson que chez nous? Ils disent, non, non, c'est celle-là. Ils l'ont transformée. Donc, la musique était quelque chose de très... c'était quelque chose à nous, que nous avions. Mais ne soyons pas vexés pour ça. Pourquoi? Parce que c'est fait partie d'une richesse. Deuxième chose, notre nourriture. À l'époque, les Blancs appelaient ça saka. Saka, des choses comme ça. Mais où est-ce qu'on a fait ça emballé? Où est-ce qu'en Europe, on a fait alimentation de toutes ces histoires-là? Aujourd'hui, quand vous allez même à Matongé, ce ne sont pas les Congolais qui tiennent les boutiques de produits congolais à Matongé. C'est honteux, parce que nous avons soi-disant honte. Mais quand vous êtes aux États-Unis, c'est les nourritures des Chinois, là. Les plats chinois, comment on appelle ça, oui. Des nouilles, des trucs comme ça. C'est ça que les gens utilisent pour aller draguer la fille qui va devenir sa femme demain. Quand il entre dans le bureau, là, on ouvre. Ah, je t'ai amené des bras chinois. Oh! Mais, je t'ai amené les madès ou madédé. Non, on ne le fait pas. Alors, il faut que nous commencions à réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange avec les autres et que nous demeurions fiers? Moi, quand j'étais ambassadeur en Belgique, nous avions 45 000 Congolais reconnus en Belgique. Mais les Congolais non reconnus, même seulement sur Bruxelles. Donc aujourd'hui, on peut remplir 80 000 Congolais en Belgique seulement. On ne parle pas d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on ne peut pas avoir de produits à nous en Belgique, en France, aux États-Unis, à Charlotte, là où il y a plein de gens de Bandung. Et je ne sais pas comment ils ont fait, mais il y en a plein là-bas. Il y a chaque coin, Charlotte, Atlanta, les gens le Kasaï, ils se sont distribués, même aux États-Unis, là, il y a des provinces qui ont même des noms de chez nous ici. Qu'est-ce que nous apportons là-bas quand on est Congolais, à part la mauvaise réputation? C'est là où il y a des Congolais qui disent hey, Congolais. Quand tu entends seulement Congolais, même en Tanzanie, on chasse les Congolais. En Afrique, à Brazza, en Angola, on a entendu ça dernièrement. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, les gens commencent à avoir peur. Mais alors, ça devrait nous réveiller pour dire, mais qu'est-ce qui nous manque chez nous? Qu'est-ce qui nous manque au Congo? Est-ce que nous n'avons pas de biceps? Nous avons fait le salon Guadelvo ici, les gens nous demandaient quand est-ce qu'on reviendra encore. Moi, je me dis, mais enfin, tu n'es pas handicapé, toi. Quand tu arrives à Tigo, là-bas, tu es bloqué. Il y a un garçon qui court là. Je dis toujours que ce garçon aurait dû être un athlète. Quand il arrive à ma fenêtre, il me dit, ah, vieux, Nicolo, on a bossé, hein? Ah, hein? Non, j'étais malade, je n'ai pas travaillé ces jours-ci. Il dit, ah bon? Donc, toi, tu travailles? Il dit, oui. Mais quel est ton travail? Il dit, Kakaoyo. Non, ce que nous faisons ici, ça devient quelque chose qui doit réveiller réellement les gens. Nous voulons, justement, permettre à ce que nous puissions travailler sur notre mentalité, sur notre manière d'évoluer et de changer notre vision. Ne restons pas à genoux, parce qu'à chaque fois que nous serons à genoux, eux vont toujours être debout et au-dessus de nous. Alors, au lieu qu'on se fasse chasser, au lieu qu'on se fasse humilier, revenons travailler. Tous les chefs d'État, depuis Kabila, aujourd'hui c'est le président Tshisekedi, il a aussi annoncé, revenez, revenez, revenez. Il y a même des vidéos ridicules qui disent, est-ce que les hamburgers, il y en a au Congo? Vraiment. À l'époque, les gens sont allés en Ouganda pour dire qu'au Congo, il n'y a pas de molle. Comme il n'y a pas de molle, on va faire la guerre. Donc la rébellion a commencé parce qu'il n'y a pas de molle au Congo. Molle, ça veut dire, encore une fois, esclave, parce qu'on doit prendre les produits qui viennent de l'extérieur.
combien de produits au Congo nous avons aujourd'hui à notre table, chaque midi, chaque soir? Combien? La nourriture pour les Chinois, la musique, une fois c'était la musique, mais qu'est-ce que nous avons fait de la musique? On a laissé ça aux gens, nos voisins, puisqu'il ne faut pas les citer pour ne pas les embêter. Notre musique n'est plus à nous. Moi, en tout cas, je n'ai pas honte de dire que Tchalamwana, je la félicite. Et si un jour, le pays pouvait lui faire un cadeau, il devrait le faire. Tchalamwana amène la culture congolaise dehors. Elle continue à promouvoir la culture congolaise. Aujourd'hui, les gens ont honte d'utiliser la musique de Tchalamwana. Ils préfèrent des trucs qu'on ne sait même pas comment danser ça. Voilà, donc nous avons ce devoir de pouvoir être fiers avec ce qui nous appartient et de l'exhiber d'une manière extraordinaire pour que les gens puissent comprendre que maintenant, nous avons compris que ceci nous appartient. Donc voilà le devoir que nous avons, Bisso. Et aussi, une autre chose, nous devons réussir à parler d'une voix. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire, parler d'une voix. On devrait parler d'une voix. On devrait pousser nos jeunes, pousser même nos vieux qui ont des moyens à pouvoir nous aider pour que nous puissions sortir de là. Nous devons éviter que nous soyons toujours pris en otage, être esclaves, même quand le maître n'est plus là. Je voudrais seulement que vous demandiez que vous ayez un seul maître, le Seigneur. Alors, le devoir que je voudrais vous donner, c'est d'aller repérer tout ce que nous avons, nous, Congolais, pas Africains, Congolais, que nous pouvons brandir face à d'autres cultures. OK? Vous avez suivi? Le devoir, c'est de chercher ce que le Congolais peut brandir face à d'autres cultures. Aujourd'hui, si nous sortons de chez nous, qu'est-ce que nous allons présenter à l'extérieur? On va dire, ah, attention, ça c'est Made in Congo. Comment nous pouvons dire ça, Made in Congo, en lingala? Comment? Très bien. Alors, je veux me livrer un tout petit peu à vous avant de partir. Je ne veux pas faire la synthèse, bien que je pourrais. Je voudrais, s'il y a une autre question, je pourrais... Merci. Est-ce qu'on veut applaudir une nouvelle fois? 1 heure de parole, 1 heure de veille patriotique. Après cette autopsie, c'est sûr que des consciences qui somnolaient ou qui s'ignoraient se mettent en ébullition. Là, maintenant, on traverse des idées. Et c'est là le départ de tout changement. Maintenant, on va vous passer la parole à vous, distingués confrères. Ici, on a Tchèque Boukassa de Congo Profond, monsieur l'ambassadeur. On a Jean-Pin Joji de Canal Kin et CCTV. Merveille Mafuta de Univers Groupe Télévision. Et pour le compte de B1, nous aurons Adoyoué, B1 de l'autre côté. Bruxelles. Voilà, de Bruxelles. On aura Bibiche Ngoua de Paris. Adoyoué de Paris. Bibiche Ngoua de l'environnement. Jean-Louis Kaninda des sports. Mais nous aurons aussi des étudiants avec nous qui sont en train de se préparer parce que ça concerne tout le monde, ces questions. Alors Jean-Louis, 2 petites questions ou 1,5? Juste une. Monsieur l'initiateur de Busso, votre exposé m'a interpellé, m'a poussé aussi à réfléchir parce que je crois que vous avez eu le temps de l'étudier aussi à l'école. À l'école primaire, on nous apprenait que la RDC, premier producteur de l'huile de palme, premier producteur de ceci, de ceci, de cela, de cela, de cela. Mais juste après l'indépendance, tout cela est parti, alors que nous avons eu l'indépendance. Comment pensez-vous qu'on peut s'y mettre pour que nous puissions reprendre cette place d'antan où nous étions premiers producteurs, parce que nous sommes indépendants depuis 1960. Je crois 10 ans ou oui, quelques années après cette indépendance, on a perdu cette place. Toutes ces places où nous étions premiers, pétrole, huile de palme, maïs, diamant, tout.
Merci. Merci. Bon, c'est la seule question peut-être que je vais répondre de tic au tac. Le reste, je vais faire ce qu'on appelle une collection. Justement, les messieurs là sont très intelligents et ils ont réfléchi. Ils se sont dit comment vous allez demeurer esclave. Si avant 60, en 60 et un peu légèrement après, c'était meilleur, c'est parce qu'ils étaient là. Maintenant que nous avons fait l'indépendance, on les a chassés, ils se sont arrangés pour que les gens trouvent qu'on a échoué. Déjà, vous le savez, nous avons été... on nous a bien eu la table ronde qui était carrée en fait. Oh, indépendance, indépendance. Tout le monde était pressé à rentrer dans son village avec une valise, comment on appelle ça, diplomate. Les diplomatiques, là, ma valise diplomate, comme ça, c'était en cuir, comme ça. Alors, tout le monde, les Tchombés sont allés à Lubumbashi. Voilà l'indépendance. Les gens ici sont venus, les Kamita, tout et tout ça. Et chacun, indépendance, indépendance. La vraie indépendance qui devait commencer, c'est-à-dire le partage de biens, la discussion de ceci, on n'a pas fait. On a laissé des gens là-bas, des sous-fifres, qui n'ont pas bien évalué les choses. Nous avons perdu beaucoup de bâtiments. Bâtiments de Sabena, on avait des accords avec les bâtiments en Belgique, et ça, on a tout perdu. Donc, je voudrais aujourd'hui que vous mettiez ça derrière. Qu'est-ce qu'il y a devant? Maintenant, nous savons qu'il y a du coltan chez nous. Maintenant, nous savons qu'on peut produire avec du lithium des batteries qui, pour l'avenir, les véhicules propres, c'est avec des batteries. Et tout ça est chez nous, le cuivre, etc. Voilà ce que nous savons. Donc, j'aimerais que vous puissiez vous arrêter là, ne plus se dire, oui, mais pourquoi on était, maintenant on n'est pas. Mais depuis qu'on a dit on était, on a travaillé où? On a travaillé où? Maintenant, nous voulons travailler. Voilà pourquoi je pense que réveillez-vous. Les gens qui, même aujourd'hui, nous sommes toujours les derniers en ceci, les derniers en cela, mais ces gens ne partent pas. Ils sont en train de se battre entre les Chinois, les Américains, les Britanniques pour faire prendre les mines dans là où il y a des mines chez nous ici. Mais entre-temps, c'est toujours, oh non, le Congo, ça ne va pas. Quand ça ne va pas, vous restez là. Quand ça ne va pas, vous partez. Ils ne partent pas. Alors donc, ils ne peuvent pas partir tant qu'ils savent ce qu'il y a comme richesse en dessous. Donc, à nous, maintenant, de nous dire, ça, c'est les bilans qu'on a Bisso. Alors, travaillons pour les transformer. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Je vous ai suivi religieusement. Vous avez commencé, vous avez parlé de l'attitude. J'aimerais savoir pour l'instant, quelle attitude vous avez vis-à-vis de la République démocratique du Congo? Ça, c'est la première question. Vous dites que nous sommes esclaves. Esclaves de qui pour l'instant? Vous dites qu'ils ne sont pas en retard. En retard par rapport à qui et par rapport à quoi? 50 ans après l'indépendance, est-ce l'image que présente la République démocratique du Congo aujourd'hui? C'est l'image qu'elle devait présenter. Et pour terminer, vous avez vanté les potentialités de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le contraste que nous vivons? Est-ce l'ignorance? Est-ce l'égoïsme? L'incompétence des dirigeants? Bref, le manque du patriotisme. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. J'ai suivi votre exposé. Le diagnostic est très bien posé, il faut le dire après de prime abord. Seulement, vous entendre parler, c'est comme si vous nous mettez devant une fatalité, à mon humble avis. Pourquoi? Parce que vous estimez que nos compatriotes, dès que ça ne va pas, un passeport, un visa, ils sortent, ils vont ailleurs. Mais seulement que le constat qui est implacable, ici, on ne propose rien aux compatriotes. Parce que, il faut le dire clairement, tout ce qu'on a constaté depuis l'indépendance, bientôt 60 ans d'indépendance, le Congo manque de leadership. Vous êtes ambassadeur en Tanzanie, vous êtes un leader d'opinion. Que ce que vous proposez aux jeunes depuis que vous êtes ambassadeur jusqu'à aujourd'hui? Des mémoires, je me dis, la campagne Bisso n'est pas sa première édition. Aujourd'hui, vous remuez encore les couteaux. Est-ce un constat d'échec? Le message n'a pas été calibré, la cible n'a pas été atteinte pour qu'aujourd'hui vous le recalibrez. Et je me dis, si aujourd'hui il y avait un leadership, je pense que nos compatriotes ne quitteraient pas servilement les Congo pour aller émigrer ailleurs. Il se peut qu'ici, il n'y a pas de conditions requises pour vivre convenablement. Et ils vont ailleurs. La Banque mondiale a fait un constat, M. l'ambassadeur,
nos frères qui sont en Europe, aux USA, par ailleurs, contribuent à 46% du budget par l'argent. Les Western Union et tous les gens qui transfèrent l'argent. C'est-à-dire que ces frères-là, malgré qu'ils sont à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de conditions ici, ils aident le pays. Mais qu'est-ce que le leader congolais que vous êtes, pas seulement vous, je parle de l'intelligence congolaise, propose-t-elle aux Congolais, jeunes qui sont ici, diplômés, licenciés, gradués, pour qu'ils restent ici? Moi, j'estime, à mon humble avis, Salvador, le Congo a un problème de leadership, premièrement. On a vu Madiba, on a vu Mao Zedong, on a vu Dalai Lama, ils sont nombreux. Ils ont proposé un discours conséquent aux jeunes et ils sont restés travailler la terre de leur pays. J'estime que si vous, leaders, vous avez des solutions, vraiment pas toutes faites, mais des solutions qui sont adaptées aux conditions, je pense qu'on peut avoir des solutions dans 10, 20, 30 ans. Merci. Monsieur l'ambassadeur, vous avez pour une nouvelle fois pris la parole pour faire un exposé en ce qui concerne Bissau. Vous avez, dès l'entame de jeu, marqué déjà la différence en ce qui concerne la forme. Donc pour vous, le changement est déjà réel. Mais lors de votre exposé, vous avez aussi fait allusion à d'autres secteurs, notamment l'éducation. Il y a un changement qui a été déjà mis sur pied en ce qui concerne cette éducation. Il s'agit du mot qui est sur toutes les lèvres, la gratuité de l'enseignement de base, de l'éducation de base en RDC. Mais ce changement tarde à être appliqué, parce qu'on le voit dans les provinces, c'est assez difficile pour les enseignants et les écoles de s'y faire à cette gratuité. Pensez-vous que la campagne Bissau devrait déjà proposer à la nouvelle équipe gouvernementale des solutions pour pouvoir rendre réel ce changement, notamment dans le secteur de l'éducation? Merci. Merci, monsieur l'initiateur de la campagne Bissau. Vous avez préconisé certaines solutions pour nous libérer, entre autres, écrire nous-mêmes l'histoire, réussir à parler d'une même voix. Mais je me demande, c'est bien tout ça, mais comment pouvez-vous préconiser, à l'ère de la mondialisation, une rupture en demandant aux jeunes de rester sur place? Pourquoi ne pas encourager cette jeunesse à aller vers l'autre culture, vers d'autres connaissances, afin de venir appliquer ici sur place, prendre l'intelligence d'ailleurs et essayer d'appliquer sur place? Par contre, vous préconisez la rupture. Oui, monsieur l'ambassadeur, je pense que votre discours, depuis que vous avez commencé, vous avez parlé de l'esclavagisme. Je pense aussi que vous faites partie aussi de cet esclavagisme. Donc, vous êtes aussi esclave. Voici ma question. La Chine a subi la même situation que nous. Mais pourquoi l'Afrique n'arrive pas à évoluer comme la Chine? C'est ça ma question. Merci. Oui, merci, monsieur l'ambassadeur. Moi, j'ai juste une petite contribution par rapport à ce que vient de dire monsieur l'ambassadeur. Je dirais la meilleure manière de sortir de ce gouffre ou de cet esclavagisme, je dirais, c'est d'adapter notre système éducatif aux réalités, à l'histoire de notre pays et à notre civilisation. Parce que nous, jeunes, nous sommes victimes de notre histoire. Comme a dit Lumumba, l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Mais vous trouverez aujourd'hui à l'université, par exemple, toutes nos théories, nous adaptons des théories écrites par les Blancs. Donc là, c'est un peu compliqué. Comme question, monsieur l'ambassadeur, comment vous jugez notre système éducatif? C'est plus une contribution. Non, j'ai contribué. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que vous trouvez vous jugez notre système éducatif? Donc c'est ça. Merci. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, je vous ai très bien suivi avec attention. C'est vrai que ce n'est pas juste une histoire, également cette belle analyse. Primo, pensez-vous pas que l'État a une part de responsabilité? En vous écoutant, j'ose croire ce soir que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, nous n'avons pas encore un État responsable. Segundo, quel est l'apport de la diaspora dans votre campagne Bissau?
Qu'attendez-vous de la diaspora? Je vais donner un exemple. Vous êtes ambassadeur en Tanzanie, tout comme il y a plusieurs ambassades dans chaque pays. Je prends l'exemple de la Russie. Pendant que j'étudiais à l'époque en droit, quand on avait un problème à l'université, l'ambassade n'intervenait jamais. Les Congolais étaient abandonnés à lui-même parce qu'il était orphelin. La nation qui était représentée par l'ambassade ne l'aidait jamais. Et nous avons eu plusieurs cas, et nous avons eu aussi des morts par rapport au racisme. Quand c'était le cas d'un étudiant angolais, il y avait toujours intervention. Passons seulement ici à côté, l'autre rive, Congo-Brazzaville. Quand il y avait un souci, il y avait l'ambassade qui intervenait tant bien que mal. En République démocratique du Congo, on n'avait pas. Et ces jeunes qui sortent de ces beaux pays, la République démocratique du Congo, qui va pour apprendre, qui est abandonné à son propre sort. En revenant ici ou en restant là-bas, quelle sera son idée? Est-ce que ce n'est pas l'État congolais qui abandonne ses dignes fils de ces beaux pays? Et voilà ce résultat aujourd'hui, orphelin qu'il est, qui cherche la vie ailleurs. Voilà pourquoi nous avons ces cas des immigrés, des Congolais qui sortent pour abandonner ces pays et aller chercher la vie ailleurs. Merci, je vous remercie. Merci. Je n'ai pas un sauveur dans la salle ici qui peut répondre à ma place. J'ai l'impression que vous avez tous posé la même question. Je ne sais pas comment je vais faire pour répondre. C'est Bibiche qui a commencé. Hein? Et puis on m'a dit que j'étais encore esclave. Oui, je suis en costume, donc je suis esclave. J'aurais dû porter les mangwanda ici. Les lingwanda ou les mangwanda, comment on dit? Très bien. Alors, je vais vraiment répondre en vrac, parce que pour moi, les questions seraient simples. Depuis l'indépendance, je viens de vous dire dans tout mon exposé, je commençais par expliquer justement dans quel état nous étions. Je préférais partir depuis quand on prenait les gens, on les amenait au Maniema, à Zanzibar, à l'île de Gorée, etc. C'était pour vous démontrer que l'Africain, le Congolais en particulier, a aimé, malgré la souffrance, mais les choses faciles. Donc, il préfère aller nettoyer les cadavres en Belgique, en Europe, que de faire le champ ou transformer les choses ici. Je ne peux pas, malheureusement pour vous, vous laisser croire qu'il y a quelqu'un qui est responsable et pas vous. À dessein, je vous ai montré le doigt ici, le doigt accusateur du Congolais. C'est toujours, c'est pas nous, c'est le gouvernement. Moi, je ne veux pas de ça. C'est pour ça que nous disons nous, Bisso, Chiye, Tetu, Beto, pour tout simplement vous réveiller. Je voudrais qu'aujourd'hui, vous puissiez vous tenir debout. Ne restez plus à genoux. Vous ne pouvez pas, chaque jour, chercher un bouc émissaire. Je vous ai demandé de chercher des projets, de trouver quelque chose qui va faire que nous allons écrire notre histoire, comme a dit Lumumba. Comment nous écrirons notre histoire quand nous cherchons quelqu'un à accuser? Mes frères, dans l'Afrique, c'est ça. Il n'y a personne qui meurt d'une maladie normale, d'une maladie. C'est toujours des sorciers quelque part. On va être là, on trouve des jeunes en train de se dire, est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'oncle là qui a bouffé l'enfant parce qu'il vient d'acheter une voiture, il a acheté un vélo à son enfant. Allez, on va le taper. Oh, Ndoki, Ndoki. Oh non, c'est la tante là. Elle est là toujours, c'est elle qui pleure plus fort que les autres. Non, elle ment, c'est elle la sorcière. C'est ça l'Afrique. C'est ça le Congo, mes frères. Moi, je ne voudrais pas répondre à toutes les plaintes que vous faites sur les autres. Qu'est-ce que les Congolais de la diaspora vont venir faire ici? Le monsieur a parlé de Russie. Ça, c'est une expérience personnelle. Parce que moi, je sais que les étudiants qui étaient en Belgique, j'ai vu des archives, j'étais ambassadeur en Belgique, ils avaient des bourses
C'est à la rupture du régime que les bourses ne sont plus arrivées. Et quand il y a eu changement, tous ces gens-là qui étaient partis pour des études ne sont presque jamais rentrés. Très peu sont rentrés. Quand les gens partent, ils ne reviennent pas. Quelle expérience ils vont amener ici parce qu'ils ne reviennent pas? Donc, il faut pousser les gens qui vont voir autre chose comme vous. Vous voyez autre chose en Europe, en Belgique, etc. Vous revenez ici pour travailler. Moi, j'ai un ami qui est rentré, pas ici, il est allé à l'intérieur, à Sakanya. Chacun a sa lumière avec une batterie de voiture. Les prêtres avaient laissé des histoires, les missionnaires il y avait plus de missionnaires protestants. C'est autour de leur maison, comme chez moi à Puerto, que les gens étudiaient autour de la maison, de toutes ces maisons de pasteurs, etc. Eux, ils avaient des petites lumières. On allait avec nos livres, les gens allaient avec des livres là-bas pour lire. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence. Vous avez formulé vos questions comme il faut. Donc, vous êtes capable de réfléchir pour dire comment nous pouvons sortir le Congo de cette situation. Moi, je ne veux pas attaquer le gouvernement. Je veux qu'on se regarde nous-mêmes. Que chacun ici dise « Bisso ». C'est nous. Qu'est-ce que nous pouvons transformer? Qu'est-ce que nous pouvons changer? Fatalité. Que, voilà, j'ai fait un discours contraire à ce que je présente. Oui, je n'ai pas fait un discours contraire. Bien au contraire, je vous ai dit de vous réveiller. Je vous ai demandé de vous tenir debout, de ne pas rester à genoux. Sincèrement, toi qui vis en Europe, qu'est-ce qu'il y a en Europe qu'il n'y a pas ici, sincèrement? Hein? Quoi? Le quoi? Métro. Écoutez. Comme je disais, malheureusement, le temps que vous m'avez imparti est très court. Mais j'aimerais vraiment qu'on y revienne. Le changement est réel. L'attitude, le changement est dans l'attitude, s'il vous plaît. Je vous ai dit, aujourd'hui, on devait commencer cette émission à 15 heures, s'il vous plaît. Je me suis dit, je vais à midi, comme ça on a 3 heures, j'ai le temps de voir les amis. J'ai fait 3h30 sur la route. 3h30 entre Kitambo et le Palais de Marbre. 3 heures. Donc on était là, on ne tournait pas, heureusement que... bon, vous voyez. Et quand on est arrivé à dépasser le Palais de Marbre, je n'avais rien compris pourquoi il y avait ces bouchons. Donc, incompréhension, celui-ci veut passer avant. Il y a même un monsieur à qui j'ai dit, moi je vais chez moi. Maintenant, toi tu m'empêches de partir, on ne va pas au même endroit. Je ne sais pas où toi tu vas, mais alors, est-ce que tu peux me laisser passer? Eux, ils ne regardent même pas. Et c'est lui qui bloquait tout le monde. Donc, tant que moi je n'avance pas, tous ces gens qui sont derrière, etc., etc. Donc il y a cette incompréhension, mentalité. Quelle est cette mentalité-là? Vous allez encore dire que ça c'est le gouvernement qui doit faire le travail? Non, c'est nous. C'est-à-dire que si nous voulons changer le monde, si nous voulons changer le Congo, décidons de changer, d'abord commencer par nous-mêmes à changer. Et c'est ça que je vous demande, moi. Moi, je ne voudrais pas que nous puissions condamner le gouvernement, je ne voudrais pas que nous puissions condamner le voisin, mais je voudrais seulement que chacun prenne la responsabilité, la décision de quitter son état d'à genoux, là, de se tenir debout. Le changement est réel. Voilà. Ce n'est pas que... on ne va pas continuer à pleurer chaque jour. Nous avons pleuré pendant combien? 10 ans. On a commencé ces trucs, disons, 10 ans, 9 ans, mais avant qu'on le formalise vraiment. Donc, total 10 ans qu'on fait ces discours. Est-ce que nous pouvons être honnêtes et dire que ça n'a pas porté de fruits quelque part? Aujourd'hui, tout le monde fait les salongos. L'État avait abandonné les salongos. Aujourd'hui, tout le monde fait les salongos. Tout le monde s'implique dans les salongos. Les gouverneurs qui arrivent, ah, moi, Bopeto, Bopeto. Nous, on disait Bopeto Nabiso. Eux disent Kin Bopeto. Moi, Bopeto, de toute façon, c'est les salongos en Swahili, la propriété. En Lingala, la propriété, donc ils sont appelés à le faire. Mais les gens qui font des campagnes pour devenir ceci, ah non, nous allons rendre la ville propre, etc. C'est tout ce que nous avons dit depuis 10 ans. Tous, nous sommes là et nous avons l'intelligence. La chose que je vous demande, c'est de
pousser sur le démarreur. Transformer, c'est pourquoi je parlais d'éveil au lieu de réveil. Il faut éveiller cet esprit en nous qui va nous permettre. Les jeunes doivent rester sur place. Oui, j'insiste. On dit que c'est dans la jeunesse qu'il y a la vigueur. Alors si vous vous fouillez, qui va rester sur place? Tout le monde était UDPS à Bruxelles. Tout le monde. C'est combattant. Nous, dès que le président de l'UDPS est devenu président de la République, les choses changent. Parce qu'ils vont aller mentir quoi là-bas pour avoir le papier? Alors tous deviennent la Mouka. Ah non, la Mouka, la Mouka. Moi je dis, mais qui dort? Hein? Qui dort? C'est ça l'histoire. Ne cherchons pas des arguments pour ne pas rester chez nous. Cherchons plutôt l'intelligence pour transformer ce qui est chez nous, pour que nous soyons aussi un pays envié. Mais parce que vous ne regardez pas bien. Ce que nous étions, nous pouvons le redevenir, vous le savez. Il y a pas si longtemps, pas plus de 70, les gens quittaient l'Afrique du Sud pour venir se faire soigner chez nous. Les gens quittaient beaucoup de pays pour venir chez nous. Alors, aujourd'hui, c'est nous qui devenions les derniers. Même pour une blessure au pied, on doit aller en Afrique du Sud. Mais est-ce que vous savez que quand l'apartheid est terminé, ce sont les étudiants de mes collègues d'ailleurs, de l'université ici, qui sont allés faire la médecine en Afrique du Sud et former les médecins sud-africains. Aujourd'hui, ils en ont assez. Ils envoient d'autres même à Cuba pour aller apprendre davantage et venir remplacer les Congolais et les Africains qui sont encore médecins en Afrique du Sud. Maintenant, les médecins qui sont en Afrique du Sud, là, il y a plein d'hôpitaux ici, etc. Pourquoi ils ne peuvent pas revenir? Pourquoi on doit prendre c'est les Indiens ou qui sont là à l'hôpital du Cinquantenaire? Alors, donc voilà, c'est tout ça que je dis. Il y a moyen de révolutionner les choses, il y a moyen de se réveiller. Donc, moi, je ne vous demanderai jamais de condamner le gouvernement parce que cette histoire-là, c'est depuis 60, 70, etc. On continue à raconter, non, le Congo, le Congo, le Congo. Moi, je pense qu'aujourd'hui, arrêtons-nous là, mais commençons une nouvelle histoire. Maintenant que le Lumumba, mort, soit honoré, parce qu'ensemble, nous écrirons une nouvelle histoire. Par rapport à l'éducation, moi, je suis juste triste qu'on n'a pas commencé dès le début à faire l'éducation dans nos langues. Je vis en Tanzanie, même au Parlement, ils parlent le Swahili. Tout le monde lit les journaux, tout le monde écoute les journaux télévisés, etc. Même les chauffeurs, les gardes, ils sont au courant de tout ce qui se passe dans le pays. Quand on parle au Parlement, c'est tout le monde qui suit. Ah, ces ministres-là. Nous, ici, il faut traduire. En combien d'exemplaires? D'abord 4, mais les 4, même là, en Tchoulouba, il y a des gens qui n'écoutent que le Kalinchina, ils ne comprennent pas c'est quoi, etc. Donc, ça, là, par contre, nous avons échoué. On aurait dû pousser les gens à étudier dans leur langue, à transformer, à comprendre et de participer à la res publica. Donc, c'est la seule chose. Votre histoire de gratuité, là, on va voir, c'est constitutionnel. Donc, la Constitution le dit. Le jour où le gouvernement sera prêt, le jour où les entités seront prêtes, ça devrait se faire parce que c'est dans la Constitution. Tant qu'on n'a pas changé de Constitution, l'État a l'obligation, le devoir de trouver le moyen pour que l'étude soit gratuite. Aujourd'hui, les Chinois sont chez nous. Ils cherchent tous les minéraux qu'il y a chez nous. Donc, vous avez compris par où il faut commencer. Mais la question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est que quand on vous donnera ces minéraux, vous allez en faire quoi? C'est là où nous devons agrandir nos ambitions. Quand je dis pourquoi on n'a pas des écoles à Mbujimaï qui fait le diamant, qui étudie le diamant, pourquoi on n'a pas le Bumbashi, le cuivre, pourquoi on n'a pas au Bas-Congo le pétrole, etc. Si on met toutes ces structures en place, les gens qui vont sortir ne voudront même pas sortir, aller à l'extérieur. Vous ne voudrez pas. Vous regardez seulement toutes les banques ici. Ce sont des jeunes qui ont étudié en Europe, qui reviennent comme responsables des banques ici. Aller à la Robank, aller à Lubumbashi, j'ai vu BOA, etc. C'est des jeunes Congolais. Mais pourquoi? Ils ont eu l'éducation de l'autre côté. Donc notre éducation a un problème. Mais c'est à nous de nous réveiller. Vous comprenez? C'est à nous de nous réveiller et de faire quelque chose qui va transformer ça. Donc arrêtons de jeter le doigt accusateur au gouvernement, mais montrons au gouvernement que c'est nous qui sommes... Nous sommes qui? C'est nous qui avions voté. On appelle ça comment?
souverain primaire. Donc, souverain, Azali champion. C'est comme ça que vous dites. Hein? Voilà, c'est le souverain. Nous sommes ceux-là. Alors, quand ça ne va pas, mettons-nous ensemble, faisons une pétition, faisons un mémo. C'est la démocratie. Le président qui est là, c'est un démocrate. Il le dit, il annonce son parti depuis tout le temps. Donc, aujourd'hui, si ça ne va pas, écrivons, allons au Parlement, allons au gouvernement. On veut changer ça. Je compte sur vous. J'aime bien raconter cette histoire que j'ai appris au Kasaï. Comme pour vous dire, j'ai fait quelques tours au Kasaï, au Bandundu, etc. Il y a les gens qui attendent, quand il sort de chez lui le matin, il dit aujourd'hui il fait chaud, hein, je vais travailler plus tard. Après, ah non, aujourd'hui il fait froid, je ne vais pas. Il ne va rien faire. Si vous commencez vous-même, oh, il y aura des gaz lacrymogènes, vous allez les chercher. Moi, je vous ai demandé d'écrire. Est-ce que quand vous allez amener une lettre là, on va vous dire qu'il y a le gaz lacrymogène? C'était du vécu. Non, non, non. Maintenant, là, je ne parle pas de députés molestés qui demandent des choses qu'on ne demande pas ou qui demandent leurs droits. Moi, je parle du changement de mentalité et de changement de notre pays. Alors, mes chers amis, c'est seulement dans ces conditions-là que nous allons réussir à transformer notre pays. C'est la dignité, je reviens encore une fois, l'honneur et la fierté. Soyez fiers d'être Congolais. Vous avez une richesse que vous ne connaissez pas. Soyez fiers d'être au Congo parce que vous allez assister à la transformation de ce pays. Pas parce qu'on a un gouvernement, parce que vous avez pris la décision de changer et de participer à ces changements. Et Lumumba sera content. Voilà, des mots d'espoir, on a un avenir meilleur. S'il m'était demandé de me résumer ou de résumer l'initiateur de la campagne Bisso, je dirais que c'est un appel au changement de mentalité pour transformer notre pays. Donc, ce que j'ai compris en tant que citoyenne, encore aujourd'hui, c'est que ce pays ne se transformera que d'abord par ces ressources humaines que nous sommes. C'est nous qui allons travailler sur des machines, c'est nous qui allons implémenter des idées qu'on aura conçues. Donc, à vous aussi de faire votre part, parce que c'est la part de ces 80 millions d'habitants de cette République démocratique du Congo, un pays si jeune pour transformer. Merci encore à l'initiateur de la campagne Bisso. Merci à vous, chers collègues. Merci à vous, chaleureux public. Et merci à vous de continuer ces débats chez vous à la maison. Et à la prochaine, on se dit Bisso. Au revoir. Merci beaucoup. Isaiah Bisso, Mama to batela, Papa to batela, Bobele Bisso.